Elle a été déclarée morte par le personnel médical, mais quelques minutes avant ses funérailles, quelque chose d'incroyable s'est produit. Voici l'histoire bouleversante et miraculeuse d'une jeune femme qui est revenue d'entre les morts et de sa mère qui n'a jamais baissé les bras. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette histoire. Après l'avoir écoutée dans son intégralité, partagez vos impressions avec nous dans les commentaires. Le soleil commençait à briller dans la petite chambre d'Isabelle, projetant une douce lumière sur les murs recouverts d'affiches musicales et les partitions éparpillées sur la table. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été une journée comme les autres, mais pour Isabelle, quelque chose n'allait vraiment pas. Elle s'est réveillée avec une sensation étrange et a essayé de s'étirer, mais son corps ne répondait pas. La panique a commencé à monter. Ce doit être une paralysie du sommeil, s'est-elle dit, essayant de se calmer. Ça va passer, comme d'habitude. De l'autre côté de la porte, Maria, sa mère, l'appelait. « Isabelle, il est déjà 9 heures, tu vas être en retard. » Isabelle entendait tout, chaque mot, aussi clairement que du cristal, mais elle ne pouvait même pas bouger les lèvres pour répondre. Le désespoir s'empara d'elle. Elle essaya de crier, de pleurer, n'importe quoi. Supprimer la répétition. Maria se précipita dans la chambre, agacée par le silence de sa fille. « Isabelle, tu dors encore ?» dit-elle en retirant la couverture, mais lorsqu'elle vit que sa fille ne réagissait pas, son cœur se serra. Maria toucha le bras de sa fille avec plus de force que d'habitude. « Réveille-toi, ma fille, réponds-moi s'il te plaît. » Rien, aucun mouvement. Maria sentit un nœud se former dans son estomac. Ce n'était pas le sommeil profond qu'une jeune femme de 21 ans aurait après une journée normale. Quelque chose n'allait pas. « Ne me fais pas ça, Bella, ne me fais pas ça », dit-elle d'une voix tremblante tandis que des larmes commençaient à couler de ses yeux. Elle prit le visage d'Isabelle entre ses mains, cherchant un signe de vie, une réponse, mais rien ne se passa. Le silence était assourdissant. C'est alors que Maria comprit que la situation était grave. Elle courut vers le téléphone et, les mains tremblantes, composa le numéro d'urgence. « Ma fille ne bouge pas, elle ne parle pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Venez vite, s'il vous plaît » cria Maria, la voix pleine de peur. Dans la chambre, Isabelle restait immobile, mais à l'intérieur, tout était chaos. « Je suis là, je suis vivante. S'il vous plaît, que quelqu'un m'entende. » Les larmes coulèrent sur le visage de Maria, tandis qu'elle tenait la main de sa fille, la suppliant « Ne me quitte pas, ma belle, tu es tout ce que j'ai. » La sirène de l'ambulance rompit le silence matinal comme un cri désespéré résonnant dans le cœur de Maria. Elle courut ouvrir la porte, sanglotant, tandis que les ambulanciers se précipitaient avec leurs sacs à dos vers la chambre d'Isabelle. Isabelle, ce qui avait autrefois été une maison remplie de musique et de rire, semblait désormais être un lieu sans vie, où régnait un silence trop lourd à supporter. Les ambulanciers examinèrent Isabelle. L'un d'eux posa sa main sur le cou de la jeune femme, à la recherche d'un pouls. Un autre plaça son stéthoscope sur sa poitrine. Les visages graves des deux hommes révélaient une vérité à laquelle Maria n'était pas préparée. Il n'y a aucun signe de battement cardiaque. Si ce passage vous a touché, laissez un j'aime pour soutenir cette histoire, dit le secouriste d'une voix basse, presque dans un murmure. Mais cela suffit pour faire s'écrouler le monde de Maria. Non, ce n'est pas possible, s'écria Maria en saisissant le bras de l'homme. Ma fille allait bien hier. Ce n'est pas possible qu'elle ait juste... « Madame, je suis vraiment désolé, » répondit-il avec un regard plein de compassion. Il semble qu'il s'agisse d'un arrêt cardiaque soudain. Il n'y avait rien à faire. Maria resta figée pendant un instant, essayant d'assimiler ces mots. Un arrêt cardiaque ? Isabelle était en si bonne santé. Comment cela avait-il pu arriver sans prévenir ? Elle s'agenouilla à côté de sa fille, tenant sa main froide. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle caressait les cheveux d'Isabelle, incapable de croire ce qu'elle voyait devant elle. « Vous vous trompez, ma belle-fille n'est pas morte. Elle est ici avec moi !» cria-t-elle aux ambulanciers. Malgré les insistances de Maria, la procédure se poursuivit. Les ambulanciers notèrent l'heure officielle du décès et commencèrent à préparer le corps pour l'emmener. Avant qu'ils ne puissent le faire, Maria se jeta sur sa fille et la serra dans ses bras de toutes ses forces. « Ma fille, reviens-moi, je t'en supplie. Dis-moi que c'est une erreur !» sanglota-t-elle, le visage enfoui dans la poitrine d'Isabelle. À ce moment-là, Maria sentit quelque chose. Une légère chaleur, presque imperceptible, dans la paume de la main d'Isabelle. Elle regarda les ambulanciers avec des yeux pleins d'espoir. « Attendez, elle est vivante. » J'ai senti sa main chaude. L'un des ambulanciers s'approcha et toucha la main d'Isabelle. Il secoua la tête. « C'est impossible, madame. Le corps peut conserver sa chaleur pendant quelques heures après la mort. Je suis vraiment désolé. » Mais Maria savait que quelque chose n'allait pas.
Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais son cœur lui disait qu'Isabelle n'était pas vraiment morte. Comment pouvait-elle accepter que sa fille, pleine de rêves et de vie, soit partie sans prévenir? Alors que l'ambulance s'éloignait, emportant le corps d'Isabelle vers le funérarium, Maria resta agenouillée sur le sol de la pièce, criant vers le ciel. « Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi m'enlevez-vous ma fille ?» Au fond d'elle-même, une question plus urgente résonnait dans son esprit. Et s'il se trompait? Le ciel semblait aussi gris que le cœur de Maria. Elle était encore sous le choc, incapable d'accepter que sa fille était partie. Chaque détail de cette matinée semblait irréel, comme si elle vivait un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. La famille, qui venait également d'apprendre la nouvelle, souffrait, incapable d'y croire. Ils pensaient que prolonger la veillée funèbre serait trop cruel pour Maria, alors ils décidèrent de tout faire rapidement. Une courte veillée funèbre le même après-midi, suivie de l'enterrement. « Nous ne pouvons pas la laisser exposer ainsi pendant si longtemps », dit l'une des tantes d'Isabelle. « Ce sera plus douloureux pour tout le monde. » Cependant, Maria ne pouvait supporter cette idée. Elle ne voulait pas dire au revoir si rapidement. Elle ne pouvait croire que sa petite fille, sa Bella, était partie si soudainement. « Elle est toujours là », murmura Maria, presque comme une prière, pendant qu'il préparait le corps d'Isabelle au funérarium. Maria voulait avoir l'occasion de la voir une dernière fois avant qu'il ne la place dans le cercueil dans la chambre froide du funérarium, où elle n'était interrompue que par des bruits de pas et le bruissement des papiers. Ramon, un médecin à la retraite qui travaillait désormais à la préparation des corps, observait Isabelle attentivement. Il avait préparé des dizaines, voire des centaines de corps au cours de sa carrière, mais quelque chose à ce moment-là le fit s'arrêter. Isabelle avait l'air différente. Sa peau n'avait pas le teint pâle typique de la mort. Son visage, bien qu'immobile, présentait une légère rougeur sur les joues. Ramon hésita un instant avant de poursuivre la procédure. Il se pencha une nouvelle fois sur le corps et toucha son front. Il était froid, mais pas autant qu'il aurait dû l'être. « C'est étrange », murmura-t-il en fronçant les sourcils. Il prit le certificat de décès que les ambulanciers avaient rempli. Quelque chose n'allait pas. Les informations étaient succinctes. Les tests mentionnés étaient minimes. Il ne trouva aucune référence à un électrocardiogramme ni à une véritable tentative de réanimation. C'était comme s'ils avaient précipité le processus, déclarant Isabelle morte sur la base de sa position. Un sentiment de malaise grandit en lui. Ramon savait que, techniquement, il n'était plus de son ressort de remettre en question les diagnostics médicaux. Son travail consistait désormais à s'assurer que le corps était prêt pour la veillée funèbre, mais le doute qui s'était installé dans son esprit ne voulait pas disparaître. « Ramon, qu'attends-tu » La voix autoritaire de Javier, le propriétaire des pompes funèbres, interrompit ses pensées. Il se tenait debout, les bras croisés et le regard sévère. « Nous sommes pressés. La famille veut que le corps soit prêt le plus vite possible et ils sont en route. » Ramon hésita. « Javier, il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire. La couleur de sa peau et le rapport ne semblent pas correspondre. » Javier soupira, visiblement agacé. « Écoute, Ramon, nous ne sommes pas ici pour remettre en question les médecins ou vérifier s'ils ont correctement rempli les documents. Ils savent ce qu'ils font. Notre travail est simple. Préparer le corps. Point final. » Mais Ramon ne pouvait ignorer ce qu'il ressentait. Quelque chose en lui disait qu'il devait agir. Et s'il se trompait, cela causerait davantage de souffrance à la famille. Mais s'il avait raison? Et si cette jeune femme avait encore une chance de vivre? Il décida de gagner du temps pendant que Javier allait s'occuper d'autre chose. Ramon resta dans la pièce à regarder Isabelle comme s'il attendait un signe. Il se souvint de sa propre fille, qu'il avait perdue des années auparavant dans des circonstances similaires. Pilares avait également été diagnostiquée comme étant morte subitement à la suite d'une chute, mais Ramon s'était toujours demandé si l'on aurait pu faire davantage. À présent, face à Isabelle, il ressentait à nouveau la même douleur. Il avait envie de crier, mais il savait que personne ne l'entendrait. Il regarda à nouveau les papiers et remarqua quelque chose qui le fit frissonner. L'heure du décès et l'arrivée des ambulanciers à la maison funéraire ne correspondaient pas. C'était comme s'ils avaient omis ce qui s'était passé entre un moment et l'autre. Pourquoi les ambulanciers semblaient-ils si pressés? Essayaient-ils de cacher quelque chose? Ramon prit une profonde inspiration. Mais avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, Javier revint, le pressant. « Ramon, finis ce que tu as à faire. La famille attend. » Il resta immobile, tenant les outils dans ses mains, tandis qu'il regardait le visage serein d'Isabelle. Il savait que s'il continuait la procédure, il enterrerait plus qu'un corps. Il enterrerait ses doutes, sa conscience, et peut-être même une vie qui aurait pu être sauvée. La pression était énorme. Javier était inflexible. Et Ramon savait que pour faire face à cela, il aurait besoin d'un courage qu'il n'avait peut-être pas. Il risquerait son emploi,
sa réputation et sa tranquillité d'esprit pour un soupçon dont il ne savait même pas s'il était fondé. Alors que la décision pesait sur son cœur, Ramon regarda Isabelle une fois de plus et se dit « Si je n'agis pas maintenant, combien de nuits blanches cela me coûtera-t-il » Le doute était accablant, mais Ramon ne savait pas encore que dans les instants qui allaient suivre, la vérité sur Isabelle allait commencer à se révéler d'une manière que personne n'aurait pu prévoir, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que Maria et les proches de la jeune femme se précipitent à l'intérieur en pleurant. La scène semblait déchirer son âme. Sa fille, si pleine de vie, gisait désormais immobile, le visage serein, ne reflétant pas la douleur qu'elle laissait derrière elle. Maria s'approcha lentement, incertaine. « Ma fille est brisée, ma belle-fille », murmura-t-elle en prenant la main d'Isabelle. « C'est impossible, elle est morte, reviens-moi ». Elle regarda autour d'elle, mais personne ne semblait remarquer. « Reviens-moi, s'il te plaît », pleura-t-elle, presque implorante. L'employé des pompes funèbres la regarda avec malaise, mais Maria serra plus fort la main d'Isabelle, comme si elle voulait lui transférer sa propre vie. « Ma belle, s'il te plaît, ma fille, réveille-toi ». Le silence était absolu, et autour d'elle, les gens commençaient à murmurer. Maria se sentait seule dans son chagrin, mais avant qu'elle ne puisse insister davantage, le directeur des pompes funèbres dit qu'il était temps d'emmener le corps à la veillée funèbre. La scène semblait déchirer ce qui restait du cœur de Maria. Elle regarda Isabelle, essayant de mémoriser chaque détail, comme s'il y avait encore quelque chose qu'elle pouvait faire pour changer ce cruel destin. À la veillée funèbre, les amis et la famille arrivèrent pour présenter leurs condoléances, mais Maria ne pouvait détacher ses yeux du cercueil. Le visage d'Isabelle semblait si paisible, si vivant. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais qui la croirait cette nuit-là? Alors que tout le monde pleurait, Maria se demandait si Isabelle allait encore se réveiller d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, Isabelle se sentit comme submergée par une obscurité infinie, une prison qu'elle ne pouvait pas voir mais qui la serrait de tous côtés. La sensation de froid sur sa peau était vive, mais rien de comparable au désespoir d'être consciente et incapable de bouger le moindre muscle. Elle voulait crier, mais sa voix semblait enfouie avec elle. « Où suis-je » pensa-t-elle, luttant contre la peur qui se transformait en panique. Elle entendait des bruits lointains, des pas, le bruit d'objets qui bougeaient, des voix étouffées qu'elle ne pouvait distinguer. Chaque son semblait résonner comme si elle se trouvait dans un espace clos et étroit. À l'intérieur, Isabelle essayait désespérément de réagir. « Je suis là, s'il vous plaît. Que quelqu'un m'entende. » Son esprit palpitait d'un cri silencieux alors que la réalité autour d'elle devenait de plus en plus claire. Il la préparait à quelque chose. Mais pourquoi? À l'intérieur de ce corps immobile, Isabelle la sentait. Elle sentait son contact. Elle savait que quelqu'un était là, mais même si elle voulait ouvrir les yeux, lever les mains ou bouger les lèvres, elle n'y arrivait pas. C'était comme si son corps était déconnecté de son esprit. « Ne me laissez pas ici », a supplié en silence. L'angoisse d'Isabelle augmentait à mesure que le temps passait. Les voix provenant de l'extérieur commencèrent à disparaître, remplacées par un silence encore plus terrifiant. Ils allaient la laisser là, l'enterrer. Et si personne ne se rendait compte qu'elle était encore en vie, le bruit des charnières du cercueil résonna comme le coup final d'une sentence cruelle, laissant Isabelle complètement seule dans l'obscurité. Elle essaya une fois de bouger un doigt, une paupière, n'importe quoi qui pourrait envoyer un signal au monde extérieur, mais rien ne se passa. À l'intérieur du bois froid, Isabelle écoutait les mouvements, ressentant chaque choc pendant qu'on la transportait vers le funérarium. Le monde autour d'elle semblait lointain, mais elle était piégée là, vivante, et chaque seconde était une lutte contre le désespoir. Combien de temps faudrait-il avant que quelqu'un ne remarque son absence? Et s'il était trop tard, le funérarium était silencieux, à l'exception des sanglots étouffés de la famille et des amis. Maria, cependant, était inconsciente de tout ce qui se passait. Elle était assise sur une chaise près du cercueil d'Isabelle, les mains serrant une photo de sa fille qu'elle avait prise quelques mois plus tôt. Sur la photo, Isabelle souriait, une guitare sur les genoux, les yeux brillants de rêve qui semblaient désormais s'effondrer dans les souvenirs de sa mère. Le vide que Maria ressentait était si grand qu'il semblait dévorer l'air autour d'elle. Comment cela avait-il pu arriver? La question résonnait sans cesse dans son esprit. Isabelle était en bonne santé, forte, pleine de vie. Il n'y avait eu aucun signe, aucun avertissement, juste une matinée normale qui s'était transformée en la pire journée de sa vie. « Elle était là hier », murmura Maria, presque sans voix, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Certains proches tentèrent de la réconforter, mais personne ne savait quoi dire.
Comment réconforter une mère qui a perdu sa fille unique si soudainement? Maria se leva, tremblante, et se dirigea vers le cercueil. Ses pas étaient lents, comme si chaque mouvement était un poids insupportable. Elle regarda Isabelle, qui était vêtue de sa robe bleue préférée, la même qu'elle portait lors de sa dernière représentation musicale. « Ma fille, pourquoi m'as-tu quittée ?» murmura-t-elle, la voix brisée par les larmes. Maria passa sa main sur le visage de sa fille, sentant la texture froide et rigide de sa peau. C'était un contraste cruel avec le souvenir de la chaleur du toucher d'Isabelle. Isabelle. Elle appuya son front contre le verre du cercueil et se mit à sangloter de manière incontrôlable. « Tu étais tout pour moi, tout. » Soudain, le poids de la douleur devint trop lourd. Maria sentit le monde autour d'elle tourner. La dernière chose qu'elle vit fut la photo d'Isabelle glisser de ses mains et tomber sur le sol avant que son corps ne s'effondre. Elle s'évanouit, tombant au pied du cercueil. L'agitation fut immédiate. Les membres de la famille se précipitèrent pour l'aider, l'éventant et l'appelant par son nom, mais Maria semblait ne pas vouloir revenir. C'était comme si, à ce moment-là, son âme s'était abandonnée au vide, incapable de supporter la douleur. Ramon ne pouvait s'empêcher de penser au papier mal rempli, sans examen. L'image d'Isabelle allongée dans le cercueil, la peau encore légèrement rose, le tourmentait. Il essayait de se convaincre que ce n'était que son imagination, mais quelque chose au fond de son cœur lui criait qu'il avait tort de laisser passer ce moment. Il ouvrit le tiroir où étaient classés les documents du dossier d'Isabelle et commença à les examiner attentivement. Au fur et à mesure qu'il lisait, son inquiétude se transforma en un frisson qui lui parcourut l'échine. Le rapport de décès était extrêmement superficiel, avec des informations incomplètes. Ramon remarqua l'absence d'un test vital. L'électrocardiogramme qui aurait confirmé la mort cardiaque d'Isabelle n'avait jamais été réalisé. Ils avaient déclaré son décès sur la base de l'absence de signes évidents, sans aucune preuve concluante. « Cela ne peut pas être vrai », murmura Ramon, le cœur battant à tout rompre. Il continua à examiner les documents, à la recherche de quelque chose qui justifierait une telle négligence. Les chronologies ne correspondaient pas, les comptes rendus étaient confus et il semblait que l'équipe avait présumé du décès sans confirmation appropriée. Ramon ressentit une vague d'indignation et de culpabilité. S'ils avaient commis une erreur, Isabelle pouvait être en vie et je l'avais laissée là, dans ce cercueil, sans rien faire. L'esprit de Ramon tournait à toute vitesse. Cette erreur n'était pas seulement une négligence bureaucratique, c'était une erreur qui pouvait coûter une vie. Il savait qu'il devait agir, mais comment? La veillée funèbre était en cours, la famille était dévastée et il n'avait aucune preuve concrète qu'Isabelle était encore en vie, seulement des doutes. Ramon ferma les documents avec des mains tremblantes. Il savait que s'il révélait cela, il pourrait être accusé de négligence. Mais en même temps, qu'est-ce qui était le plus important? Sa carrière ou la vie d'Isabelle? Il savait que les pompes funèbres ne le soutiendraient pas s'il décidait d'enquêter plus avant. Le propriétaire, Xavier, avait déjà clairement fait savoir qu'il voulait que l'affaire soit résolue rapidement et sans complications. Ramon ferma les yeux et se souvint de sa propre fille, qu'il avait perdue il y a des années. À l'époque, il avait également fait confiance aux médecins et accepté le diagnostic sans poser de questions. Mais s'il avait enquêté plus avant, il aurait pu sauver sa fille. Le poids de ce souvenir l'écrasait. Il se demandait s'il était guidé par la culpabilité du passé ou par l'intuition que quelque chose n'allait vraiment pas. Il regarda son reflet dans le petit miroir accroché au mur. Et si j'avais raison? Et si je pouvais sauver cette fille? Mais en même temps, une voix dans sa tête l'avertissait. Et si tu avais tort? En détruisant ta carrière, tu causeras encore plus de souffrance à la famille. Ramon se leva, agité, et commença à faire les 100 pas. Il prit plusieurs fois le téléphone, pensant appeler Maria, la mère d'Isabelle. Mais il hésita. Que lui dirait-il? Qu'il y avait une petite chance que sa fille soit en vie. Comment réagirait-elle? Finalement, Ramon prit une décision. Il savait qu'il devait agir, mais il ne pouvait pas le faire seul. Il décrocha à nouveau le téléphone et appela Maria. Un homme répondit. À ce moment-là, Maria s'était évanouie. « Bonjour, ici Ramon, la personne chargée de préparer le corps d'Isabelle. Je sais que cela peut paraître étrange, mais quelque chose ne va pas, et j'ai besoin de votre permission pour enquêter davantage. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis la voix de Georges, basse et chargée d'émotion, répondit. « Que voulez-vous dire? Elle est morte, non ?» Ramon hésita un instant, mais il savait qu'il ne pouvait pas cacher la vérité. Il y a une petite mais réelle possibilité qu'elle soit en vie. La respiration de Georges s'accéléra. « Dites-moi ce que je dois faire. S'il y a une chance, même minime, je ne l'abandonnerai pas. » Ramon raccrocha le téléphone,
conscient du poids de sa décision. Il savait qu'il risquait tout, mais à ce moment-là, il décida qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour découvrir la vérité. Maria était assise à la veillée funèbre, mais le poids de son chagrin semblait insupportable. Ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré, reflétant sa tristesse pendant son évanouissement. Ce n'était pas seulement un malaise, c'était un rêve si vivant qu'il semblait réel. Elle se retrouva dans un endroit étrange. Tout autour d'elle était gris et brumeux, comme si le monde était suspendu entre la réalité et quelque chose au-delà. Maria marchait pieds nus sur le sol froid et humide sous ses pieds. Elle sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, comme si quelque chose de terrible allait se produire. « Bella !» appela-t-elle d'une voix tremblante. Le silence était assourdissant, mais soudain, un son résonna au loin, un faible cri, presque inaudible. « Maman !» s'arrêta Maria, le cœur battant à tout rompre. Elle reconnaîtrait cette voix n'importe où. « Isabelle, ma fille, où es-tu » Le cri devint plus fort, accompagné désormais de mots étouffés. « Maman, ne me laisse pas ici, s'il te plaît. » Maria se mit à courir, suivant le son de la voix. Le brouillard autour d'elle semblait s'épaissir, mais elle ne s'arrêta pas. Chaque pas la rapprochait de sa fille. Puis elle vit quelque chose devant elle, un puits profond avec des pierres usées par des décennies. Elle s'approcha et regarda à l'intérieur. Il y avait Isabelle, les yeux remplis de larmes, reflétant la faible lumière venant d'en haut. Elle tendit les mains vers Maria, suppliant désespérément « Maman, sors-moi d'ici, ne me laisse pas, s'il te plaît. » Maria essaya de l'atteindre, mais le puits semblait devenir de plus en plus profond, et ses mains ne pouvaient jamais atteindre Isabelle. « Ma belle, je suis là, je vais te sortir de là, je te le promets. Tu ne peux pas m'entendre. »« Personne ne peut !» cria Isabelle. L'écho de sa voix brisa le silence. « Mais je suis là, n'abandonne pas, maman. » Maria, en pleurs, commença à tirer sur une corde apparue de nulle part, essayant tant bien que mal de remonter sa fille, mais la corde glissa de ses mains et Isabelle sembla s'éloigner encore plus. « Non, ma fille, ne pars pas. » C'est à ce moment-là qu'elle se réveilla, le corps couvert de sueur froide. Elle était assise sur une chaise, entourée des membres de sa famille. Elle ouvrit lentement les yeux et la première chose qu'elle vit fut le cercueil d'Isabelle. Le sentiment de perte lui serrait la poitrine, mais le rêve était encore vivant dans son esprit. Elle attrapa le bras de sa sœur, qui était à côté d'elle. « Isabelle, elle est vivante, je le sais. » Sa sœur la regarda tristement. « Maria, ce n'était qu'un rêve, le reflet de ta douleur. »« Non, ce n'était pas le cas, » insista-t-elle. Maria, la voix pleine de conviction. J'ai entendu sa voix. Elle m'appelait, me suppliait de ne pas la quitter. Je sais qu'elle est toujours là, d'une manière ou d'une autre. Elle a besoin de se reposer, Maria dit sa sœur. Je ne peux pas, répondit Maria, les yeux fixés sur un point lointain. Quelque chose ne va pas. J'ai l'impression que ce n'était pas seulement un rêve. Avant qu'elle n'ait pu terminer, le téléphone sonna. Le son strident fit frissonner Maria, comme si elle savait déjà que cet appel allait apporter quelque chose qui allait tout changer. À l'autre bout du fil, Ramon hésita à parler. Il savait qu'il n'y avait pas de manière facile d'expliquer ce qu'il s'apprêtait à dire. Lorsque Maria répondit, sa voix tremblante résonna dans le combiné. « Madame Maria, ici Ramon. Je suis chargé de préparer le corps de votre fille. Je vous ai appelé il y a un instant. » Le cœur de Maria se mit à battre à toute vitesse. « Oui, docteur. Que s'est-il passé ?» Ramon prit une profonde inspiration avant de continuer. « Madame, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au téléphone, j'ai besoin que la veillée funèbre soit vide afin de pouvoir réexaminer le corps d'Isabelle. » Maria se figea, le téléphone tremblant dans sa main. « Réexaminer ? Que voulez-vous dire par là ? Ma fille est morte. » Comme je l'ai dit au jeune homme qui a répondu au téléphone tout à l'heure, Ramon répondit en essayant de rester calme. Mais quelque chose ne semble pas normal. Le rapport de décès est incomplet, et j'ai remarqué certains détails que je ne peux ignorer. Maria sentit l'air la quitter pendant un instant. Le souvenir du rêve lui revint à l'esprit, la voix désespérée d'Isabelle l'appelant, la suppliant de ne pas la laisser dans le puits. « Vous voulez dire que ma fille pourrait être en vie ? » « Je ne peux rien affirmer avec certitude, » répondit Ramon. « Mais je dois vérifier avant qu'il ne soit trop tard. » Le doute la consumait. La logique lui disait qu'Isabelle était partie, mais le cœur de Maria, qui avait déjà senti la chaleur de la main de sa fille et entendu son appel dans son rêve, lui criait que Ramon avait raison. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ?» demanda Maria, la voix chargée d'émotion. Ramon déglutit péniblement. « J'ai hésité, et maintenant cela me ronge. Faites-moi confiance, je vous en prie. Je ne peux ignorer ce que j'ai vu. » Maria regarda le portrait d'Isabelle.
Ce sourire radieux semblait la supplier de se fier à son intuition. Des larmes coulaient sur le visage de Maria tandis qu'elle serrait le téléphone contre elle. « D'accord, je te donne ma permission, mais si tu te trompes… » Sa voix se brisa et Ramon termina. « Si je me trompe, je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. » Lorsqu'elle raccrocha le téléphone, Maria tomba à genoux, serrant le portrait de sa fille dans ses bras. Y avait-il encore de l'espoir? Mon rêve était-il un signe ou simplement le délire d'une mère en deuil? Le salon funéraire était enveloppé d'un silence pesant, comme si même le temps avait décidé de s'arrêter pour respecter le deuil. Dehors, Maria faisait les 100 pas, incapable de retourner à l'intérieur. Son cœur était déchiré entre la foi en son rêve et la peur écrasante de s'accrocher à un espoir qui n'existait peut-être pas. Soudain, le bruit de pas rapides résonna dans le couloir. Ramon se dirigeait vers la veillée funèbre, le visage marqué par un mélange d'urgence et de culpabilité. Quand Maria le vit, elle le regarda droit dans les yeux, le regard plein de questions qu'elle n'osait pas poser à voix haute. « Docteur », commença Maria avec hésitation, « pensez-vous vraiment cela ?»« Je ne sais pas encore », l'interrompit Ramon, essayant de cacher sa nervosité. « Mais s'il y a la moindre chance, nous devons agir maintenant. » Maria le suivit jusqu'à la porte de la salle de veillée funèbre, mais s'arrêta juste devant, incapable de faire un pas de plus. « Je ne peux pas entrer », avoua-t-elle, la voix brisée. « Si elle est toujours morte, je ne pourrai pas le supporter. » Ramon acquiesça doucement et entra seul. L'air à l'intérieur de la pièce semblait encore plus froid qu'à l'extérieur. Le cercueil d'Isabelle était exactement là où il devait être, mais alors que Ramon s'approchait, quelque chose le fit s'arrêter à mi-chemin. Il y avait quelque chose de différent. Lorsqu'il regarda de plus près, son cœur se mit à battre à toute vitesse. Le corps d'Isabelle était dans une position différente de celle dans laquelle il l'avait laissé. Il se souvenait clairement que lorsqu'il avait préparé le corps, il avait placé ses mains croisées sur sa poitrine, comme le voulait la coutume, mais maintenant, l'une de ses mains semblait légèrement tomber sur le côté, ses doigts touchant presque le bord du cercueil. Ramon fit un pas de plus, sentant son cœur battre à toute vitesse. Il regarda le visage d'Isabelle. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Son expression avait légèrement changé. Ce n'était plus le visage sans vie qu'il avait vu auparavant. Elle semblait plus détendue, presque comme si elle essayait de bouger. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, luttant pour comprendre ce qu'il voyait. Il tendit sa main tremblante et toucha la peau d'Isabelle. Elle était toujours froide, mais là encore, pas assez froide pour un corps qui aurait dû être mort depuis si longtemps. Puis, Ramon fit quelque chose qu'il savait être très risqué. Il ouvrit légèrement la paupière d'Isabelle et braqua une petite lampe de poche sur son œil. À ce moment précis, quelque chose d'inexplicable se produisit. Il y eut une légère contraction, presque imperceptible mais réelle. L'œil d'Isabelle trembla dans la lumière. Ramon déglutit, sentant une montée d'adrénaline. Ramon resta immobile, les mains tremblantes. « Elle est vivante », murmura-t-il, incapable d'y croire. Maria, entendant le ton de la voix de Ramon, s'avança, les yeux brillants d'espoir. « Que s'est-il passé? Elle est vivante? Elle est vivante, docteur ?» Ramon leva la main pour demander le silence. Son esprit travaillait rapidement tandis qu'il sortait le stéthoscope qu'il avait toujours dans sa poche. Il le plaça délicatement sur la poitrine d'Isabelle, retenant son souffle. « S'il vous plaît, laissez-moi entendre quelque chose, n'importe quoi. » Au début, il semblait n'y avoir que le vide, ce silence absolu qu'il redoutait plus que toute autre chose. Mais ensuite, un faible son parvint à ses oreilles. Il était irrégulier, presque imperceptible, mais il était bien là, un battement de cœur. Ramon resta immobile pendant un instant, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Puis il regarda Maria, qui était déjà agenouillée près du cercueil, les mains tremblantes d'angoisse. « Elle est vivante », dit finalement Ramon, la voix brisée. Maria se couvrit la bouche de ses mains, laissant couler ses larmes sans pouvoir les retenir. Elle se mit à sangloter, à la fois soulagée et désespérée. « Je savais qu'elle était là. Elle était toujours avec moi. » Ramon prit Maria par les épaules, tous deux partageant un moment d'incrédulité et de gratitude absolue, mais le médecin savait que ce n'était que le début. « Maria, nous devons la sortir d'ici immédiatement. Son cœur bat très faiblement. Si nous n'agissons pas vite… » Maria l'interrompit d'un geste affirmatif, essuyant rapidement ses larmes. « Faites tout ce qu'il faut. Sauvez ma fille. » Ramon regarda Isabelle une fois de plus, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il savait que sa décision d'agir était risquée, mais ce léger tremblement de ses paupières et ce faible signe de vie justifiaient tout. Mais serait-il arrivé à temps? Ou le corps d'Isabelle avait-il passé trop de temps à l'article de la mort dans ce petit village où tout le monde se connaissait? La nouvelle de la résurrection d'Isabelle se répandit comme une traînée de poudre.
Personne ne pouvait croire ce qu'il entendait. La jeune femme qui avait été déclarée morte et pleurée par sa propre famille était vivante. Comment était-ce possible ? Demandèrent les habitants stupéfaits. Les rumeurs allaient du surnaturel à la négligence médicale. Certains disaient qu'il s'agissait d'un miracle de Dieu, tandis que d'autres exigeaient des explications sur les réseaux sociaux locaux. L'affaire commença à prendre de l'ampleur, avec une avalanche de commentaires indignés. Comment les médecins avaient-ils pu commettre une erreur aussi grave ? Et si cela arrivait à quelqu'un d'autre ? Quel genre de système leur permettait de déclarer une fille morte sans en être sûr ? Maria, quant à elle, était inconsciente de l'agitation. Son esprit était entièrement concentré sur Isabelle. La seule chose qui comptait était la vie de sa fille, si fragile et suspendue à un fil. Ramon, quant à lui, savait que les répercussions ne concernaient pas seulement la vie d'Isabelle. Il s'agissait de ce que cette erreur représentait. Il regardait le chaos dans les messages qu'il recevait sur son téléphone portable au funérarium et sentait le poids de la responsabilité. Pourrait-il faire face aux conséquences de la révélation de la vérité ? Ou serait-il écrasé par la fureur de la communauté ? L'ambulance filait à toute allure dans les rues, le son de la sirène déchirant l'air à l'intérieur du véhicule. Ramon était à côté d'Isabelle, surveillant ses signes vitaux, tandis que Maria serrait fermement la main de sa fille, comme si le lien entre elles pouvait empêcher Isabelle de partir. « Elle va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda Maria, la voix chargée de désespoir. Ramon hésita avant de répondre. Il savait que les chances étaient minces, mais il ne pouvait pas décourager la mère. « Elle est forte. Isabelle se bat. Et qu'est-ce que c'est ?» À leur arrivée à l'hôpital, la scène était chaotique. Les médecins et les infirmières entouraient Isabelle et l'emmenaient rapidement aux urgences. Les appareils se mirent à biper. Des tests étaient effectués frénétiquement, mais personne ne comprenait exactement ce qui se passait. Ses signes vitaux sont instables, mais elle est en vie, rapporta une infirmière. Comment a-t-elle survécu si longtemps dehors ? Maria attendait, le visage pâle et les mains tremblantes. Ramon était à ses côtés, essayant de la réconforter. Mais lui-même était rongé par la culpabilité d'avoir perdu du temps. S'ils avaient agi plus tôt, serait-elle en meilleure santé ? L'état d'Isabelle. Les heures passaient, mais l'agonie semblait interminable. Finalement, un médecin sortit de la salle d'urgence avec une expression grave. « Nous avons fait tout notre possible pour la stabiliser. Maintenant, seul le temps nous le dira. » Maria tomba à genoux, serrant sa poitrine comme si la douleur allait l'écraser. « Le temps, j'ai déjà perdu tellement de temps. S'il vous plaît, docteur, sauvez ma fille. » Le médecin l'aida à se relever en lui touchant doucement l'épaule. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais maintenant, tout dépend d'elle. » Dans la chambre, Isabelle était entourée de machines qui surveillaient chaque détail de son corps. Son expression restait sereine, mais le silence de son corps contrastait avec ses signes vitaux instables. Maria entra et s'assit à côté d'elle, lui tenant la main comme elle le faisait toujours. « Ma belle, je sais que tu es fatiguée, mais j'ai besoin de toi. Tu es ma raison de vivre. Reviens-moi s'il te plaît. » De l'autre côté de la vitre, Ramon observait la scène, la gorge serrée. Il savait que ce combat n'était pas seulement celui d'Isabelle, mais celui de tout le monde. La chambre d'hôpital était enveloppée d'un silence qui semblait refléter les prières de Maria. Elle était assise à côté du lit d'Isabelle, tenant la main de sa fille. Chaque jour qui passait, son cœur était déchiré entre l'espoir et la peur. Isabelle était en vie, mais immobile, comme prisonnière d'un sommeil profond dont personne ne savait quand ni si elle se réveillerait. Maria ne la quittait pas d'une semelle. Elle passait ses journées à parler à Isabelle, à lui lire ses livres préférés ou simplement à laisser couler ses larmes en caressant les cheveux de sa fille. « Tu es magnifique, tu es la fille la plus forte que je connaisse. Si tu as réussi à tenir jusqu'ici, je sais que tu peux revenir avec moi, » lui disait-elle d'une voix brisée. Les médecins prenaient soin de ne pas susciter de faux espoirs. Ramon lui rendait souvent visite, toujours partagé entre le soulagement d'avoir sauvé Isabelle et le poids de la culpabilité de ne pas avoir agi plus tôt. « Ramon, elle va revenir, n'est-ce pas ?» demanda Maria une fois de plus, comme à chaque visite. « Je veux y croire, Maria, mais c'est encore un mystère. La façon dont elle est arrivée jusqu'ici dépend maintenant de sa force, » répondit Ramon en essayant de garder une voix calme. Au fond, il ne connaissait pas non plus la réponse, mais ce matin-là, quelque chose se produisit. Maria lisait un livre à haute voix, quelque chose qu'Isabelle adorait quand elle était enfant. Soudain, elle sentit un léger mouvement dans la main de sa fille. Ce fut si bref qu'elle crut un instant que c'était son imagination. Maria retint son souffle, fixant la main de sa fille, puis cela se reproduisit.
Les doigts d'Isabelle bougèrent, presque comme un réflexe, mais suffisamment pour faire battre le cœur de Maria à toute vitesse. Ramon s'écria avec enthousiasme. « Elle a bougé !» Ramon se précipita dans la chambre, suivi d'une infirmière. Il posa sa main sur le front d'Isabelle, vérifia ses signes vitaux, puis regarda ses doigts. Pendant un instant, tout resta silencieux, jusqu'à ce qu'il le voie lui aussi. Les doigts d'Isabelle se contractèrent légèrement, comme s'ils essayaient d'atteindre quelque chose. « C'est un bon signe, Maria, un excellent signe, » dit Ramon, sentant une lueur d'espoir grandir en lui. Maria tomba à genoux à côté du lit, serrant fermement la main de sa fille, comme si ce mouvement était la réponse à toutes ses prières. « Je le savais, Bella, je savais que tu étais là. » L'infirmière, visiblement émue, toucha l'épaule de Maria. « Cela pourrait être le début de quelque chose de plus grand. Nous devons la surveiller. » Les jours suivants furent remplis d'espoir. Maria resta attentive aux moindres signes, aux moindres changements dans l'expression d'Isabelle. Et peu à peu, d'autres signes commencèrent à apparaître. Un mouvement de son pied, un soupir plus profond, de petits gestes qui remplirent de la pièce d'espoir. Les jours de petites victoires devinrent un mélange de soulagement et de terreur pour Isabelle, alors que son corps commençait à réagir lentement et avec hésitation. Quelque chose dans son esprit semblait être resté prisonnier de cet endroit sombre où il se trouvait depuis si longtemps. C'est par un matin calme que le premier signe de traumatisme apparut. Maria était aux côtés d'Isabelle, comme toujours, lui tenant la main tout en lisant l'un des poèmes préférés de sa fille. Les yeux d'Isabelle, qui ne pouvaient toujours pas faire la mise au point, commencèrent à s'ouvrir. Ce fut un miracle pour Maria, qui posa immédiatement le livre et caressa le visage de sa fille. « Ma belle-fille, tu es de retour. Je suis là, je suis avec toi. » Mais ce qui avait commencé comme un moment de joie se transforma rapidement en quelque chose de très différent. Isabelle cligna lentement des yeux, scrutant la pièce comme si elle ne reconnaissait pas où elle se trouvait. Puis quelque chose changea dans son expression. Son corps, jusque-là immobile, commença à bouger légèrement, et sa respiration devint irrégulière, comme si elle étouffait. « Ma belle, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Maria désespérément, essayant de la calmer. Le regard d'Isabelle se fixa sur le plafond blanc, et c'était comme si son esprit avait été transporté ailleurs, dans un endroit froid et sombre. Des images de cercueils étouffantes défilèrent dans son esprit comme des flashs. Le bruit sourd du cercueil qui se refermait, la sensation du bois contre ses doigts immobiles, le sentiment d'être piégé et incapable de crier. Isabelle commença à haleter, des larmes coulant sur ses joues alors que sa bouche essayait de bouger, mais aucun son ne sortait. « Maman !» Le mot sortit faiblement, presque inaudible, mais chargé de terreur. Maria appela immédiatement les médecins, mais même eux semblaient incapables de comprendre pleinement ce qui se passait. Ramon arriva peu après et tenta de rassurer Isabelle. Il posa sa main sur son front et lui parla calmement. « Isabelle, tu es en sécurité maintenant. Tu n'es plus là-bas. Tu peux nous faire confiance. » Mais les yeux d'Isabelle restèrent grands ouverts, perdus dans le tourment qui ne la lâchait pas. Ramon regarda Maria qui pleurait à côté du lit. Elle revit ce qui s'est passé, ou plutôt ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle était prisonnière. Dans les jours qui suivirent, les crises de panique se répétèrent chaque fois qu'Isabelle fermait les yeux, chaque fois qu'elle essayait de se reposer. Son esprit la ramenait au cercueil, au poids du bois et au silence suffocant. Chaque rêve était un appel à l'aide qu'elle ne pouvait contrôler. Maria fit tout ce qu'elle pouvait pour la réconforter pendant les nuits, tenant la main de sa fille et lui murmurant des mots d'amour. « Maintenant, tu es ici avec moi, ma belle. Je ne laisserai plus rien te faire de mal. » Mais Isabelle pleurait en silence, sa voix encore faible mais pleine de douleur. « J'étais là, maman, seule pendant si longtemps. Je pensais que personne ne viendrait. » Maria se sentait impuissante. Elle savait qu'elle ne pouvait pas effacer ce qu'Isabelle avait vécu. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester à ses côtés, lui tenir la main. Pendant qu'elle luttait pour retrouver la paix et qu'Isabelle affrontait ses traumatismes, Ramon cherchait des réponses. Il savait que ce qu'elle traversait était plus qu'un simple reflet de la peur. C'était une marque profonde laissée par l'erreur qui avait failli l'emporter loin de ce monde. En raison du tollé général, le jour du procès arriva rapidement et la petite ville était en ébullition. Tout le monde voulait que justice soit rendue pour Isabelle, la jeune femme qui avait été abandonnée à l'article de la mort par ceux qui auraient dû la protéger. La salle d'audience était remplie de membres de la famille, d'amis et de spectateurs, et l'atmosphère était tendue et chargée d'émotions. Maria était assise au premier rang, les yeux fixés sur le juge, une photo d'Isabelle serrée contre sa poitrine. De l'autre côté, les deux ambulanciers accusés de négligence étaient assis, la tête baissée. Ils savaient que leur chance de rédemption était quasi nulle.
Ramon, quant à lui, était assis seul, accablé par la culpabilité et l'épuisement. Il savait que son implication serait remise en question, mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Le procureur a ouvert le procès en présentant l'affaire. Les preuves étaient claires. Isabelle avait été déclarée morte sans avoir subi d'examen approprié. Pour ne rien manquer de la suite et d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous. Cette erreur avait failli coûter la vie à une jeune femme en bonne santé et pleine de rêves, a-t-il déclaré en regardant directement les ambulanciers. En tant que professionnel, il est inacceptable qu'ils n'aient pas suivi les protocoles de base. Les ambulanciers ont tenté de se défendre, mais leurs voix ont été étouffées par le poids des accusations. L'un d'eux, les yeux remplis de larmes, a déclaré « Nous pensions vraiment qu'elle était morte. Ce n'était pas par malveillance, c'était une erreur humaine. » La salle est devenue silencieuse. Un silence chargé d'indignation. Lorsque ce fut au tour de Ramon de témoigner, la tension dans la salle augmenta. Certains le considéraient comme un héros, l'homme qui avait eu le courage de rouvrir le dossier d'Isabelle et de la sauver. D'autres, cependant, se demandaient pourquoi il n'avait pas agi plus tôt. Il prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je m'appelle Ramon. Je suis employé dans une entreprise de pompes funèbres, mais je suis également médecin à la retraite. Lorsque j'ai reçu le corps d'Isabelle, quelque chose m'a profondément troublé. La couleur de sa peau, la chaleur résiduelle, quelque chose n'avait pas de sens. Le juge l'interrompit. « Et pourquoi n'avez-vous pas agi immédiatement ?» Ramon hésita, ressentant à nouveau le poids de sa décision. « Parce que j'ai subi des pressions. Les propriétaires voulaient que cela aille vite, car la famille souhaitait procéder à la veillée funèbre, de toute urgence. Et pour être honnête, j'avais aussi peur de me tromper. » Maria l'observait en silence, les larmes coulant sur son visage. Elle savait que Ramon essayait de faire ce qu'il fallait, mais l'erreur initiale pesait toujours lourdement. Ramon poursuivit. « J'ai également rencontré la résistance des médecins ambulanciers lorsque j'ai remis en question le certificat de décès. Ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ils m'ont dit que j'exagérais, que ce n'était pas mon rôle de douter de leur évaluation. Mais quelque chose me disait que je devais insister, et heureusement, je l'ai fait. » Le procureur se leva et fixa Ramon du regard. « Docteur, vous ressemblez à un héros ou à un coupable dans cette affaire. » Ramon baissa la tête, la voix tremblante d'émotion. « Je me considère comme un homme qui a hésité alors qu'il n'aurait pas dû. J'ai sauvé Isabelle au dernier moment, mais je sais que j'aurais pu agir plus tôt. Je ne me le pardonnerai jamais. » La salle resta silencieuse pendant un moment, jusqu'à ce que Maria se lève. Sa voix était ferme, bien que chargée d'émotion, et elle résonna dans toute la salle d'audience. « Ramon a sauvé ma fille. Ce n'est pas un homme parfait, mais c'est un homme qui a suivi sa conscience alors que personne d'autre ne l'a fait. S'il n'avait pas agi, Isabelle serait morte. » Les yeux de Ramon se remplirent de larmes. Ces mots le touchèrent profondément, mais ils n'apaisèrent pas sa culpabilité. Il savait que même s'il avait fini par agir, son hésitation avait coûté des jours précieux dans la lutte d'Isabelle. Le procès s'est terminé par un verdict final. Les ambulanciers ont vu leur licence révoquée, ce qui leur interdit d'exercer à nouveau leur profession. Quant à Ramon, il a été acquitté des accusations formelles de négligence, mais il a quitté la salle d'audience, marqué à la fois par la culpabilité et la gratitude de la communauté. Mais des questions subsistaient. L'erreur qui avait failli coûter la vie à Isabelle aurait pu être évitée. Ramon pourrait-il se libérer de ce poids et aller de l'avant, ou celui-ci l'accompagnerait-il pour toujours? Alors que la salle d'audience se vidait, Maria s'approcha de Ramon et lui prit la main. « Vous avez sauvé ma fille, et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. » Ramon la regarda, les larmes aux yeux, mais toujours incapable de sourire. « J'espère qu'un jour Isabelle pourra me pardonner de ne pas avoir agi plus tôt. » Le temps était gris lorsque Ramon décida de rendre visite à Isabelle à l'hôpital. Il avait hésité pendant des heures avant de trouver le courage d'y aller depuis le procès. Son esprit ne trouvait pas le repos. Il avait sauvé la vie d'Isabelle, mais le poids de ce qui avait failli se produire le consumait. L'image du corps immobile dans le cercueil, le contact froid de sa peau et le doute qu'il avait habité pendant des jours avant d'agir étaient un des fantômes qui le hantaient. En entrant dans la chambre, Ramon vit Isabelle allongée dans son lit, toujours reliée à diverses machines. Elle semblait si fragile, mais aussi vivante, un miracle auquel il n'avait presque pas eu le courage de croire. Maria était assise à côté de sa fille, lui tenant la main comme elle le faisait toujours. Quand elle vit Ramon, elle sourit légèrement, un sourire qui exprimait sa gratitude mais aussi son épuisement. « Ramon, je suis si contente que tu sois venu », dit Maria d'une voix douce. Ramon fit quelques pas à l'intérieur, serrant son chapeau dans ses mains. Il s'arrêta près du lit et regarda Isabelle, qui semblait endormie. «
Comment va-t-elle aujourd'hui » demanda-t-il sans la quitter des yeux. « Elle va mieux petit à petit » répondit Maria. « Mais elle fait parfois des cauchemars. Elle m'appelle, et toi aussi. » Ramon sentit une boule dans sa gorge. En entendant cela, il sut qu'il ne pouvait plus éviter cette conversation. Il devait affronter Isabelle et sa propre culpabilité. « Maria, puis-je rester seul avec elle un moment ?» Maria hésita, mais acquiesça. Elle se leva et quitta la chambre, refermant la porte avec précaution. Ramon resta là, silencieux, à regarder Isabelle. Il s'approcha et s'assit à côté du lit, tandis que le bruit des moniteurs remplissait le vide. « Isabelle » commença-t-il d'une voix basse et tremblante. « Je dois te dire quelque chose. » Il lui prit doucement la main, sentant sa peau, encore fragile mais chaude. « J'ai failli te laisser tomber quand je t'ai vu ce jour-là. Quelque chose en moi me disait que quelque chose n'allait pas, mais j'ai hésité. J'aurais dû en faire plus. J'aurais dû croire ce que mon cœur me disait. » Ramon prit une profonde inspiration, sentant les larmes monter à ses yeux. « Pardonne-moi, Isabelle, s'il te plaît, de ne pas l'avoir vue avant, d'avoir failli te laisser partir. » Pendant un instant, tout resta silencieux. Ramon baissa la tête, rongé par la culpabilité. Mais alors, quelque chose se produisit, un léger mouvement. Il baissa les yeux et le vit. Les doigts d'Isabelle serraient sa main. C'était une pression faible, mais pleine d'intention. Ramon ouvrit grand les yeux, sentant son cœur battre à toute vitesse. Il regarda son visage et vit pour la première fois que les yeux d'Isabelle s'ouvraient lentement, pas complètement, mais suffisamment pour voir la lumière revenir. « Magnifique !» murmura-t-il, presque sans y croire. Isabelle essaya de parler, mais seul un son faible s'échappa de ses lèvres. Même ainsi, la pression de sa main disait tout. Ramon sentit des larmes couler sur son visage. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de culpabilité, mais des larmes de soulagement. « Merci », dit-il en serrant sa main plus fort. « Merci de m'avoir pardonné. » Maria entra dans la chambre à ce moment-là. Voyant la scène, ses yeux se remplirent de larmes à la vue du regard ému de Ramon et de la main de sa fille qui tenait la sienne. Elle courut de l'autre côté du lit et posa sa main sur le visage d'Isabelle. « Mon amour, tu vas revenir parmi nous. » Ramon se leva lentement pour laisser la place à Maria. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais à ce moment-là, quelque chose en lui commença à s'apaiser. Le combat d'Isabelle pour survivre l'avait non seulement sauvé, mais avait également sauvé l'âme de Ramon. En quittant la chambre, la question qui le taraudait depuis des jours trouva enfin une réponse. La chambre d'hôpital d'Isabelle était éclairée par la douce lumière du crépuscule, mais pour elle, tout semblait enveloppé d'ombre. Chaque bip du moniteur à côté de son lit semblait résonner avec un poids invisible. Ils m'ont oublié. Assise sur le lit, les mains encore tremblantes, Isabelle regardait par la fenêtre. Dehors, le monde semblait continuer à tourner. Les voitures passaient, les gens riaient, le soleil brillait, mais en elle, quelque chose était brisé, quelque chose qu'elle ne savait pas si elle pourrait réparer. Maria entra dans la chambre avec un sourire chaleureux, portant un plat de soupe. « Ma belle, je t'ai apporté quelque chose à manger. Tu te sens un peu mieux, ma fille ?» Isabelle ne répondit pas immédiatement. Ses yeux ne quittaient pas la fenêtre. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était faible, presque un murmure. « Maman, pourquoi cela m'est-il arrivé ?» La question fit hésiter Maria. Elle posa l'assiette sur la table à côté du lit et s'assit, prenant la main de sa fille. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» Isabelle tourna la tête, et Maria vit la profonde douleur dans ses yeux. « Pourquoi personne ne m'a vue ? Pourquoi personne n'a réalisé que j'étais encore là ?» Maria sentit une boule dans sa gorge, mais essaya de rester calme. « Bella, c'était une erreur, une terrible erreur, mais nous sommes là maintenant. Tu es en vie, et c'est ce qui compte. Tu es en vie. » Isabelle eut un rire amer qui se transforma rapidement en larmes. « J'étais coincée là-bas, maman, seule, à crier à l'aide, et personne ne m'a entendu. Je pensais qu'il m'avait oublié. » Ces mots transpercèrent Maria comme un couteau. Elle essaya de serrer Isabelle dans ses bras, mais sa fille se recula, serrant ses genoux contre elle. « J'ai l'impression de ne plus être la même. Ma vie ne m'appartient plus. » Maria se mit à pleurer, mais elle n'abandonna pas. Elle prit le visage d'Isabelle entre ses mains, la forçant à la regarder dans les yeux. « Bella, ils ne t'ont pas oublié. Je n'ai jamais cessé de me battre pour toi. Ramon n'a jamais cessé de se battre. Tu es ici parce que nous avons cru que tu étais toujours avec nous. » Mais Isabelle secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Mais je ne suis plus la même. Quand je ferme les yeux, je retourne à cet endroit, et quand je me réveille, j'ai l'impression que la vie que j'avais avant m'a été volée. » Le silence dans la pièce était pesant. Maria ne savait pas comment répondre à la douleur de sa fille, une douleur qu'elle ne pouvait effacer, mais elle savait qu'elle
qu'elle ne pouvait pas renoncer à l'aider. « Ma belle, ta vie n'est pas finie. Je sais que c'est difficile maintenant, mais nous trouverons un moyen d'avancer ensemble. » Isabelle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses pleurs. Mais le vide était toujours là, comme une ombre constante. Et si je ne m'en remets jamais? Et si cette peur ne disparaît jamais? Maria lui prit fermement la main. « Tu n'as pas à affronter cela seul. Je serai à tes côtés à chaque étape. Et si nous tombons, nous nous relèverons ensemble. Nous nous relèverons. » Des larmes coulaient sur leurs deux visages, tandis que Maria la serrait dans ses bras. Pour la première fois, Isabelle se laissa aller dans les bras de sa mère, mais la question continuait de résonner dans son esprit. Pourquoi m'ont-ils oublié? Pourquoi personne ne m'a sauvée avant qu'il ne soit trop tard? Maria savait que ses blessures ne guériraient pas facilement. L'ombre de la mort était là, traquant Isabelle. Les jours passaient lentement, et l'ombre du traumatisme continuait de planer sur elle. Maria s'assit dans un coin, observant sa fille, la gorge serrée. Comment pouvait-elle donner à son enfant la volonté de vivre? Puis Maria eut une idée. Elle quitta l'hôpital sans rien dire et revint 1 heure plus tard avec la guitare d'Isabelle. C'était le même instrument que sa fille adorait, qui semblait toujours être le prolongement de son âme. Cette guitare était le symbole de la vie qu'Isabelle avait laissée derrière elle, mais aussi un pont vers ce qu'elle pouvait retrouver. « Tiens » dit Maria en posant délicatement la guitare sur le lit. « Je t'ai apporté quelque chose. » Isabelle regarda l'instrument avec un mélange de surprise et de crainte. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle le toucha, comme si elle ne pouvait croire qu'il était encore réel. « Il y a si longtemps » murmura Isabelle d'une voix faible et incertaine. Maria s'agenouilla à côté du lit. « Je sais que tu as l'impression d'avoir tout perdu, mais la musique a toujours été ta façon de t'exprimer. Peut-être qu'elle peut t'aider maintenant. » Isabelle regarda à nouveau la guitare. Il était vrai que la musique avait toujours été le lieu où elle trouvait la paix, où elle pouvait être elle-même, mais en même temps, elle avait l'impression qu'une partie d'elle-même avait été emprisonnée dans le cercueil, avec la peur et le silence qui l'avaient presque consumée. « Je ne sais pas si j'en suis capable, maman, » dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Tu n'auras jamais à le faire seule, ma belle, » répondit Maria avec un doux sourire. « Je suis là avec toi, comme je l'ai toujours été. » Les mains tremblantes, Isabelle prit la guitare et la posa sur ses genoux. Le bois lui semblait plus lourd que dans ses souvenirs, comme si l'instrument portait le poids de sa douleur. Isabelle prit une profonde inspiration et essaya de jouer les premiers accords d'une mélodie qu'elle connaissait depuis son enfance. Ses doigts se posèrent sur les cordes, mais lorsqu'elle essaya de les presser, ses mains se mirent à trembler violemment. Le son qui en sortit était déformé, brisé, si différent de la musique fluide qu'elle avait l'habitude de jouer. Elle réessaya, mais le résultat fut le même à chaque tentative. Cela semblait être un rappel cruel que quelque chose en elle était différent, brisé. Les larmes commencèrent à couler, tandis que ses mains tremblaient encore plus, jusqu'à ce qu'elle lâche la guitare avec un soupir de frustration. « Je n'y arrive pas », dit Isabelle, la voix pleine de douleur. Maria attrapa rapidement la guitare avant qu'elle ne tombe, mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle mit l'instrument de côté et prit les mains d'Isabelle. « Ce n'est pas grave si ce n'est pas aujourd'hui, ma chérie. Tu as vécu quelque chose que personne ne devrait avoir à vivre. C'est normal d'avoir besoin de temps. » Isabelle secoua la tête. Les larmes coulaient librement. « J'ai tout perdu, maman, même ça. La musique était la seule chose qui me faisait me sentir vivante. Et maintenant, je ne sais même plus qui je suis. » Maria serra Isabelle dans ses bras, ressentant la douleur de sa fille comme si c'était la sienne. « Tu es toujours ma magnifique fille. La musique n'est pas perdue, tout comme toi tu n'es pas perdue. Tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin, mais elle est toujours en toi. » Même réconfortée par sa mère, Isabelle se sentait brisée. Les notes qui coulaient autrefois si naturellement semblaient désormais emprisonnées, comme tout ce qu'elle avait vécu. C'était un après-midi pluvieux, lorsque Maria entendit frapper doucement à la porte de la chambre d'hôpital d'Isabelle. Surprise, elle ouvrit la porte et trouva une jeune femme debout, tenant une enveloppe dans ses mains. Camilla, l'une des élèves les plus assidues d'Isabelle, avait les yeux brillants, empreints à la fois de timidité et de détermination. « Madame Maria, puis-je entrer ?» demanda-t-elle avec hésitation. Maria acquiesça avec enthousiasme. « Bien sûr, ma chère, Isabelle sera heureuse de te voir. » Mais Camilla entra dans la chambre à pas légers, comme si elle avait peur de troubler le silence. Elle s'arrêta près du lit, regardant Isabelle, qui semblait toujours aussi fragile. « Professeur, c'est moi, Camilla, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je t'ai apporté quelque chose. » Isabelle, allongée dans son lit, leva lentement les yeux lorsqu'elle reconnut Camilla.
Une lueur d'émotion passa sur son visage, mais elle disparut rapidement, remplacée par une expression mélancolique. « Camilla, qu'est-ce que tu fais ici ?» La jeune femme sourit, même si des larmes commençaient à se former dans ses yeux. Elle tendit l'enveloppe à Isabelle. « Nous avons écrit une lettre. Tous tes élèves voulaient que tu saches que nous t'attendons. » Isabelle prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Maria s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa fille, tandis que Camilla l'encourageait d'un regard chaleureux. Avec précaution, Isabelle ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille remplie de mots affectueux et de dessins colorés. Des larmes commencèrent à couler sur son visage tandis qu'elle lisait chaque phrase. La pièce semblait se remplir des voix de ses élèves. « Professeur, vous nous manquez. La musique n'est plus la même sans vous. Revenez vite, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous. » À la fin de la lettre, une phrase écrite par Camilla attira son attention. « Vous m'avez appris à ne jamais abandonner. Maintenant, j'ai besoin que vous reveniez pour nous l'enseigner à nouveau. » Isabelle serra la lettre contre sa poitrine et se mit à pleurer en silence. Camilla, émue, lui prit la main. « Professeur, vous avez toujours dit que la musique guérissait. Ne renoncez pas, s'il vous plaît. Nous croyons en vous. » Maria observait la scène avec un mélange de fierté et de tristesse. Elle savait que ces mots étaient exactement ce dont Isabelle avait besoin d'entendre, mais elle savait aussi que le chemin vers la guérison serait long et douloureux après le départ de Camilla, qui avait laissé derrière elle une trace d'espoir. Maria s'assit à côté du lit d'Isabelle. La lettre était toujours entre les mains de sa fille, mais son expression restait distante. « Tu leur manques, ma belle. Ils ont besoin de toi, » dit Maria, essayant de retenir ses larmes. « Et si je n'en suis plus capable ?» répondit Isabelle, la voix brisée. « Et si cette partie de moi était morte dans ce cercueil ?» Maria lui prit fermement les mains, la regardant dans les yeux remplis de douleur. « Tu es en vie, Isabelle. Contre toute attente, tu es là. Cela signifie que tu as encore une mission, quelque chose à partager avec le monde. » Isabelle détourna le regard, mais Maria continua. « Tu n'es pas seule, ma belle. Tu ne seras plus jamais seule. Je te promets de ne plus jamais te laisser seule. Quoi qu'il arrive, je serai là. » La force des mots de Maria fit ressentir à Isabelle quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une petite étincelle d'espoir. Elle serra plus fort la main de sa mère, comme si elle cherchait du soutien pour affronter les peurs qui la consumaient. Maria la serra dans ses bras, laissant leurs larmes se mélanger. « Nous traverserons cette épreuve ensemble, ma fille, et quand tu seras prête, le monde entendra à nouveau ta musique. » La promesse de Maria sembla illuminer la pièce comme un phare dans l'obscurité qui entourait encore Isabelle. C'était en fin d'après-midi, lorsque Ramon arriva à l'hôpital pour une nouvelle visite. Il apportait un petit bouquet de fleurs simples mais colorées. Isabelle se reposait et Maria, comme toujours, était assise à côté d'elle. Quand elle vit Ramon entrer, elle sourit doucement. Même si ses yeux trahissaient une certaine fatigue, « Ramon, c'est toujours un plaisir de te voir », dit Maria en se levant. « Isabelle dort, mais je suis sûre qu'elle sera heureuse de savoir que tu es venu. » Ramon acquiesça et plaça les fleurs dans un vase improvisé à côté du lit. Il regarda Isabelle un instant avec une expression sérieuse mais tendre. Puis, il se tourna vers Maria. « Maria, puis-je te parler dehors ?» Quelque chose dans son ton fit comprendre à Maria que le sujet ne serait pas facile. Elle acquiesça et suivit Ramon dans le couloir. Ils s'assirent tous les deux sur un banc à proximité, tandis que Ramon regardait ses mains comme s'il cherchait les mots justes. « Qu'y a-t-il, Ramon ?» demanda Maria, inquiète. Il prit une profonde inspiration, la voix basse et lourde d'émotion. « Maria, je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi depuis le début. Il y a quelque chose qui m'a poussé à agir, quelque chose qui va au-delà de ce qui s'est passé avec Isabelle. » Maria fronça les sourcils et se pencha légèrement vers lui. « Que veux-tu dire ?» Ramon leva les yeux et Maria vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une douleur profonde et ancienne cachée derrière son expression habituellement calme. « Il y a quelques années, j'ai perdu ma fille. Elle avait le même âge qu'Isabelle. » Maria écarquilla les yeux de surprise, sentant son souffle se bloquer dans sa gorge. Ramon continua, la voix désormais tremblante. « C'était soudain, une erreur médicale, comme dans le cas d'Isabelle. J'avais confiance dans les professionnels, mais j'ai ensuite découvert qu'elle aurait pu être sauvée s'ils avaient agi à temps. Je ne m'en suis jamais remis. » Il fit une pause, essayant de contrôler les larmes qui menaçaient de couler. « Quand j'ai vu Isabelle dans cette chambre, quelque chose s'est réveillé en moi. C'était comme une seconde chance. Je savais que si je ne faisais rien, je laisserais une autre jeune fille pleine de vie être arrachée à sa famille. » Maria sentit des larmes couler sur son visage en écoutant les paroles de Ramon. Soudain, tout prit sens. Son hésitation, sa culpabilité et sa détermination à sauver Isabelle à tout prix. « Ramon ne savait pas, dit-elle, la voix brisée. Il secoua la tête,
laissant enfin couler ses larmes. Je n'ai jamais parlé de cela parce que j'ai l'impression d'avoir échoué en tant que père. Je n'ai pas pu sauver ma fille, et cela m'a détruit. Quand j'ai vu Isabelle, c'était comme si j'avais une chance de réparer les choses, même si je ne pouvais pas changer le passé. Maria lui prit la main et la serra fort. « Tu as sauvé ma fille, Ramon. Tu lui as donné une seconde chance et tu m'as donné la chance de retrouver ma petite fille. » Il ne s'agissait pas seulement de rédemption, mais aussi d'amour. Ramon regarda Maria, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, le soulagement. Pour la première fois, il avait l'impression que quelqu'un comprenait le poids qu'il portait. « J'espère juste qu'Isabelle pourra un jour me pardonner le temps qu'il m'a fallu pour agir. » Maria essuya ses larmes et secoua la tête. « Ramon, ma fille t'a déjà pardonné. C'est grâce à toi qu'elle est encore là. Et d'une certaine manière, je pense que tu as donné à ta fille quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, la justice. » Les deux restèrent assis en silence pendant un moment, liés par la douleur mais aussi par l'espoir. La confession de Ramon avait non seulement mis en lumière son propre combat, mais aussi renforcé le lien qui l'unissait à Maria, un lien né de la lutte pour la vie d'Isabelle et désormais indestructible. Maria savait que Ramon continuerait à porter les cicatrices du passé, mais elle savait aussi qu'en sauvant Isabelle, il avait commencé à panser les blessures de son âme. En retournant dans la salle, ils sentaient tous deux que, malgré tout, ils étaient sur la bonne voie pour transformer cette douleur en quelque chose qui pourrait leur apporter force et renouveau. La salle de kinésithérapie était silencieuse, à l'exception du bruit des pas prudents de Maria à côté d'Isabelle. La jeune femme était debout, agrippée aux barres parallèles qui lui servaient de soutien, tandis qu'elle essayait de maintenir son équilibre. Ses jambes tremblaient visiblement, encore faibles après avoir passé tant de temps immobile, mais ses yeux étaient fixés sur son objectif, faire ce premier pas. Maria, à ses côtés, tenait les mains de sa fille, lui offrant un soutien à la fois physique et émotionnel. « Tu peux y arriver, ma belle. Un pas à la fois. Je suis là avec toi. » Isabelle prit une profonde inspiration, la sueur coulant sur son front. Elle savait que ce moment ne se résumait pas à retrouver la force dans ses jambes. C'était une tentative pour renouer avec la vie, pour se prouver qu'elle pouvait aller de l'avant. Avec effort, elle leva le pied droit et essaya de le faire avancer. Mais avant qu'elle ne puisse retrouver son équilibre, son corps vacilla et elle perdit le contrôle. Isabelle tomba à genoux, lâchant les barres, le visage inondé de larmes de frustration et de douleur. « Je n'y arrive pas », pleura-t-elle, la voix remplie de désespoir. « Je n'y arriverai jamais. » Maria s'agenouilla immédiatement à côté d'elle et la serra fort dans ses bras. « Ma belle », dit-elle en tenant doucement le visage de sa fille. Les yeux d'Isabelle étaient remplis de larmes, mais Maria resta ferme. « Tu viens de faire le premier pas. Même si tu es tombée, cela signifie que tu essaies. » Isabelle secoua la tête, la voix encore tremblante. « Ce n'est pas suffisant, maman. Je veux être celle que j'étais, mais cela semble impossible. » Maria essuya les larmes d'Isabelle avec ses mains, un sourire chaleureux apparaissant au milieu de ses propres larmes. « Tu n'as pas besoin d'être celle que tu étais, ma belle. Tu peux être encore plus forte, encore plus incroyable. L'important, c'est de ne pas abandonner. » Elle tint fermement les mains de sa fille, la regardant dans les yeux. « N'abandonne pas tes rêves, ma fille. Peu importe le nombre de fois où tu tombes, je serai là pour t'aider à te relever à chaque fois. » Isabelle regarda sa mère, envahie par un sentiment de gratitude mêlé de douleur. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais ces mots semèrent une graine d'espoir dans son cœur. Elle prit une profonde inspiration et s'agrippa à nouveau au bar avec l'aide de Maria. Elle se releva une fois de plus. Cette chute ne la définissait pas. Ce qui comptait vraiment, c'était le fait qu'elle essayait. Quelques semaines plus tard, pendant une séance de thérapie, Isabelle s'assit sur une chaise rembourrée, les yeux fixés sur le sol. La thérapeute, une femme à la voix douce et au regard bienveillant, attendait patiemment. Maria était dans la pièce voisine, laissant à sa fille l'espace dont elle avait besoin pour affronter ses propres démons. « Es-tu prête à en parler ?» demanda doucement la thérapeute à Isabelle. Isabelle prit une profonde inspiration, sentant le poids des mots qu'elle n'avait jamais dits à personne. Pendant des semaines, elle avait porté le fardeau de ce qui s'était passé dans le cercueil, mais elle savait que pour aller de l'avant, elle devait y faire face. Je me souviens que tout a commencé par une voix basse et hésitante. Je me souviens avoir ouvert les yeux et ne pas avoir pu bouger. J'entendais des voix autour de moi, mais je ne pouvais pas crier. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues et la thérapeute lui tendit un mouchoir. Isabelle l'accepta mais continua à parler, comme si les mots devaient sortir avant que la peur ne la réduise à nouveau au silence. Quand ils m'ont mise dans le cercueil, j'ai eu l'impression qu'ils m'enterraient vivante. Le bruit du bois qui se refermait
Le silence absolu, c'était comme si j'étais morte. Bien que je sois vivante, sa respiration s'est accélérée et le thérapeute l'a encouragée à faire une pause. « Respire, Isabelle. Tu es en sécurité maintenant. » Isabelle a fermé les yeux, essayant de se calmer, mais les images continuaient de défiler devant ses yeux. J'ai tellement crié à l'intérieur, j'ai demandé de l'aide, j'ai supplié quelqu'un de m'entendre, mais personne ne m'a écouté. Et j'ai pensé que je ne sortirais jamais de là. Le thérapeute se pencha légèrement en avant, d'un ton ferme mais réconfortant. « Isabelle, le fait que vous soyez ici pour parler de cela est la preuve que vous avez gagné. On ne t'a pas oublié. Ils t'ont sauvé parce que ta force a poussé les gens autour de toi à continuer à te chercher. » Isabelle ouvrit les yeux et croisa le regard du thérapeute. « Alors pourquoi est-ce que je me sens toujours piégée ? Parce que la douleur que tu as ressentie était réelle et qu'elle a laissé des traces, mais ces traces ne définissent pas qui tu es. Elles font partie de ton histoire, mais elles ne doivent pas contrôler ton avenir. » Isabelle réfléchit à cela, laissant les mots faire leur chemin. C'était la première fois que quelqu'un mettait en perspective ce qu'elle ressentait. Pour la première fois, elle voyait une petite possibilité que ce poids puisse un jour s'alléger. À la fin de la séance, Maria l'attendait. Isabelle la serra dans ses bras, plus fort que la fois précédente. « Maman, j'en ai parlé pour la première fois. » Maria prit le visage de sa fille entre ses mains, les yeux remplis de larmes. « Je suis si fière de toi, ma belle. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Alors qu'elles marchaient ensemble dans le couloir, Isabelle comprit quelque chose. Affronter le passé ne le faisait pas disparaître, mais cela l'aidait à découvrir qu'elle était plus forte qu'elle ne l'imaginait, et, petit à petit, elle était prête à aller de l'avant. Même si Isabelle était en voie de guérison, Maria ne trouvait pas le repos. Le doute quant à la façon dont une chose aussi terrible avait pu arriver à sa fille la tourmentait. Comment des ambulanciers professionnels qualifiés avaient-ils pu ne pas se rendre compte qu'Isabelle était encore en vie ? Qu'est-ce qui avait mal tourné dans ce diagnostic ? Maria sentait qu'elle avait besoin de réponses, non seulement pour trouver la paix, mais aussi pour s'assurer que cela n'arriverait plus jamais à personne d'autre. Un après-midi, après avoir laissé Isabelle se reposer à l'hôpital, Maria décida de chercher Ramon. Il était dans son petit bureau au funérarium, en train d'examiner des documents, lorsque Maria entra, le regard déterminé. « Ramon, j'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à ma fille. Pourquoi tout le monde a-t-il pensé qu'elle était morte alors qu'elle ne l'était pas ?» Ramon soupira et lui fit signe de s'asseoir. Il prit quelques documents dans le dossier, notamment le certificat de décès et les notes médicales. « Maria, je me suis posé cette question à maintes reprises. J'ai cherché des informations, et il y a quelque chose qui pourrait l'expliquer, mais ce n'est pas facile à accepter. » Maria se pencha en avant, les yeux fixés sur ceux de Ramon. « Qu'est-ce que c'est ? » « Votre fille était dans un état appelé catalepsie. » Ramon lui expliqua en lui montrant un article médical qu'il avait trouvé. « C'est une maladie rare. Le corps devient complètement immobile et les signes vitaux sont si faibles qu'ils sont presque imperceptibles pour quelqu'un qui ne connaît pas cette maladie. Cela ressemble à la mort, mais l'esprit est conscient. » Ces mots frappèrent Maria comme un coup de poing. Elle se souvint de ce qu'Isabelle avait dit pendant la thérapie. Le silence, le désespoir, le sentiment d'être en vie alors que tout le monde autour d'elle pensait qu'elle était décédée. « Elle était donc prisonnière de cet état ?» demanda Maria les larmes aux yeux, et personne ne s'en était aperçu. Ramon se sentait visiblement mal à l'aise. Les ambulanciers n'avaient pas effectué les tests appropriés. Il est rare qu'une personne en état de catalepsie soit confondue avec un corps sans vie, mais c'est possible, et c'est ce qui est arrivé à Isabelle. Maria porta ses mains à son visage, essayant de comprendre tout cela. Elle était consciente tout le temps, prisonnière de son propre corps. Ramon posa une main sur son épaule. « Je sais que rien de ce que je dirai ne changera ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que le cas d'Isabelle peut sensibiliser les gens à cette maladie. Si nous tirons les leçons de cette expérience, nous pourrons peut-être sauver d'autres vies. » Maria prit une profonde inspiration, absorbant les paroles de Ramon. Cela n'atténua pas sa douleur, mais donna un sens à la lutte d'Isabelle. Si son expérience pouvait empêcher d'autres familles de vivre la même chose, peut-être que quelque chose de positif pourrait ressortir de sa souffrance. L'histoire d'Isabelle s'était répandue dans toute la ville et au-delà. Les gens ont été touchés d'apprendre l'existence de cette maladie rare qui a failli lui coûter la vie et ils ont été inspirés par son combat pour se rétablir. Lorsque la nouvelle de sa passion pour la musique s'est répandue dans la communauté, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Un groupe d'amis de la famille a organisé une réunion sur la place centrale, où ils ont décidé de créer un événement caritatif
Un concert visant non seulement à collecter des fonds pour le rétablissement d'Isabelle, mais aussi à sensibiliser la communauté à la catalepsie et à l'importance d'un diagnostic correct. Isabelle a toujours apporté de la joie à tout le monde avec sa musique, a déclaré Camilla, l'étudiante qui lui a rendu visite. C'est maintenant à notre tour de lui rendre l'appareil. L'idée a rapidement fait son chemin. Des artistes locaux ont proposé de jouer, des commerçants ont fait don de nourriture et de matériel, et même les autorités ont aidé à organiser l'événement. Au cœur de tout cela se trouvait un objectif commun, soutenir Isabelle et faire en sorte que son histoire touche le plus grand nombre de personnes possible. Lorsque Maria a parlé du concert à Isabelle, la réaction a été immédiate. « Un concert pour moi ?» a demandé Isabelle, incrédule. Maria lui a pris la main en souriant. « Pour toi, ma fille, ils croient en toi et ils savent que tu as encore beaucoup à offrir au monde. » Isabelle a senti une boule dans sa gorge, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, c'était de la gratitude. « Je ne sais pas si je suis prête. » Maria lui caressa tendrement le visage. « Tu n'as pas besoin de l'être. Pour l'instant, il suffit de savoir que tout le monde est avec toi. » Dans les jours qui ont précédé le concert, l'hôpital a reçu des dizaines de lettres et de fleurs pour Isabelle. Des personnes de tous âges voulaient lui témoigner leur soutien et partager des histoires sur la façon dont son combat avait inspiré l'espoir dans leur propre vie. Le soir du concert, bien qu'elle ne fût pas complètement rétablie, Isabelle décida d'y assister. Lorsqu'elle arriva sur la place en fauteuil roulant, la foule l'accueillit avec des applaudissements et des larmes. Cette soirée était plus qu'un simple événement. C'était une célébration de la vie, de la force et de la musique qu'Isabelle incarnait. La scène était décorée simplement, mais chaque détail semblait avoir été réalisé avec amour. Des fleurs éparpillées, des lumières tamisées suspendues et, au centre, une guitare posée sur un banc. Derrière la scène, Isabelle était assise dans son fauteuil roulant, regardant la scène à travers le rideau entrouvert. Le murmure de la foule lui parvenait comme une vague lointaine. Maria était à ses côtés, lui tenant la main. « Ils t'aiment, ils sont là pour toi. » Isabelle regarda sa mère, le visage plein de doute. « Maman, je ne sais pas si je peux. C'est comme si ce silence était toujours en moi. Chaque fois que je pense à jouer, j'ai l'impression que je vais échouer. » Maria s'agenouilla à côté d'elle et lui caressa le visage. « Peu importe que tu joues parfaitement ou non, ce qui compte, c'est que tu sois ici, que tu te sois battue pour arriver jusqu'ici. Mais toi seul peux décider si tu es prête. » Isabelle regarda à nouveau la scène. Cette guitare lui semblait à la fois une invitation et un fardeau. À l'extérieur, le public applaudissait une performance qui venait de se terminer, et le présentateur monta sur scène pour annoncer le prochain numéro. Et maintenant, un moment très spécial commença avec une voix pleine d'émotion. La personne qui a inspiré tout cela, Isabelle, ce soir est à toi, et nous sommes tous ici pour écouter ta musique. La foule lui fit une ovation debout, l'appelant avec une énergie qui semblait transpercer les rideaux. Mais Isabelle restait immobile, les mains tremblantes. « Je ne peux pas », dit-elle en regardant Maria avec les yeux remplis de larmes. Maria lui serra la main fermement, essayant de lui transmettre du courage. « Ça n'a pas besoin d'être aujourd'hui, ma belle. Mais je sais que lorsque tu seras prête, le monde entier attendra de t'entendre. » Le présentateur regarda vers les coulisses, mais réalisant qu'Isabelle n'apparaîtrait pas, il improvisa quelque chose pour continuer le spectacle. La scène resta vide pendant un moment, mais le public attendit patiemment, plein d'amour et de compréhension. Le lendemain matin, encore accablée par sa décision de ne pas se produire, Isabelle était assise dans sa chambre d'hôpital, regardant la guitare que quelqu'un lui avait rendue. L'instrument semblait porter tous ses espoirs, et toutes les attentes qu'elle sentait ne pas pouvoir satisfaire. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Camilla, son élève. La jeune femme entra avec un sourire timide mais déterminé. « Professeur, puis-je entrer ?» Isabelle acquiesça, essuyant discrètement les larmes qui coulaient sur son visage. Camilla s'assit à côté du lit, tenant un cahier de partition. Elle regarda Isabelle avec un mélange d'admiration et de vulnérabilité. « Je vous ai vu hier depuis la scène. Je voyais bien que ce n'était pas facile pour vous, Isabelle. » Elle soupira, détournant le regard. « Ce n'est pas facile, Camilla. J'ai l'impression de ne plus être la même personne. L'Isabelle que tu connaissais appartient au passé. » Camilla resta silencieuse un instant, choisissant ses mots avec soin. Puis elle ouvrit le cahier de musique et lui montra une page avec une chanson qu'Isabelle lui avait apprise il y a quelques mois. « Tu te souviens de ça, Isabelle ?» Isabelle regarda la partition et acquiesça légèrement. « C'était l'une des premières chansons que tu as apprises. »« Oui, » répondit Camilla. « Et tu m'as appris que la musique n'a pas besoin d'être parfaite, mais qu'elle doit venir du cœur.
Tu disais toujours que peu importe le nombre d'erreurs que l'on fait, l'important est de continuer à essayer. Isabelle sentit une boule dans sa gorge en écoutant les paroles de Camilla. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Camilla lui prit la main et continua. « Professeur, vous m'avez appris à ne jamais abandonner. Maintenant, j'ai besoin que vous me l'enseigniez à nouveau. » Ces mots submergèrent Isabelle comme une vague d'émotions. Camilla ne demandait pas la perfection et n'attendait pas de réponse. Elle voulait simplement qu'Isabelle essaie, comme elle le lui avait enseigné auparavant. Isabelle serra la main de Camilla, sentant un petit élan de courage revenir en elle. « Peut-être qu'on peut essayer ensemble. » Camilla sourit, l'étincelle dans ses yeux reflétant l'espoir qu'Isabelle commençait à ressentir à nouveau. La place centrale était à nouveau remplie de gens de tous âges, occupant chaque recoin, attendant la dernière représentation de la soirée, la plus attendue. Le nom d'Isabelle était sur toutes les lèvres, mais la scène restait vide. Derrière la scène, Isabelle prit une profonde inspiration, luttant contre l'anxiété qui semblait lui oppresser la poitrine. Maria était à ses côtés, lui tenant fermement la main, tandis que Camilla accordait la guitare, prête à la soutenir. « Maman, et si j'échoue? Et si je n'y arrive pas ?» demanda Isabelle, la voix tremblante. Maria sourit, caressant le visage de sa fille. « Ma belle-fille, tu as déjà réussi rien qu'en étant ici, rien qu'en essayant. Tu as déjà gagné. » Camilla s'approcha et tendit la guitare à Isabelle. « Souviens-toi, professeur, il ne s'agit pas d'être parfaite, mais de montrer ce qu'il y a dans ton cœur. » Isabelle tenait la guitare avec des mains encore tremblantes, mais quelque chose dans les paroles de Camilla lui donna de la force. Malgré tout, lorsqu'elle entendit l'annonceur prononcer son nom, elle sentit son cœur battre à tout rompre. Elle faillit faire demi-tour pour s'enfuir, mais Maria lui toucha l'épaule. « Je suis là, Bella. Je serai toujours avec toi. » Elle prit une profonde inspiration et fit ses premiers pas vers la scène. Chaque pas semblait être un défi, mais elle continua. Lorsqu'elle franchit le rideau, la foule éclata en applaudissements chaleureux, et Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de pression, mais aussi beaucoup d'amour. Quand elle s'assit et positionna sa guitare, le bruit de la foule s'estompa progressivement jusqu'à ce que tout soit complètement silencieux. Elle regarda les cordes de la guitare, puis le public. Leurs yeux étaient fixés sur elle, attendant, croyant, soutenant. L'anxiété se fit à nouveau sentir, mais Isabelle ferma les yeux, cherchant une connexion avec quelque chose de plus profond. Pendant un instant, le silence sur scène semblait en dire plus que n'importe quelle mélodie. Le vent doux traversait la nuit, transportant l'attente. Isabelle prit une profonde inspiration. Elle sentit le poids des cordes sous ses doigts et commença à jouer. Les premières notes résonnèrent sur la place, douces au début, mais chargées d'émotion. La mélodie qu'Isabelle jouait n'était pas quelque chose que le public reconnaissait. Ce n'était pas une chanson qu'ils avaient déjà entendue. C'était quelque chose qu'elle avait écrit en silence pendant ses nuits solitaires à l'hôpital. Chaque note semblait raconter une partie de son histoire. La peur, le désespoir, la lutte et enfin, l'espoir. Lorsque la musique devint plus intense, Isabelle ouvrit les yeux et regarda le public. Elle vit des visages émus, des larmes coulant sur leurs joues, et elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une connexion. Elle racontait son histoire sans mots, et il l'écoutait. Les dernières notes étaient douces, comme un murmure. Lorsque Isabelle eut terminé, le silence revint un instant, mais il était différent. C'était un silence plein de sens, un silence de respect. Puis, comme une vague, la foule a éclaté en applaudissements et en larmes. Les gens se sont levés pour applaudir tandis que d'autres pleuraient simplement, émus par quelque chose de plus grand que les mots ne pouvaient en décrire. Isabelle a souri timidement, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait la guitare. Elle avait réussi, non pas en étant parfaite, mais en étant authentique. Dans le public, Ramon se tenait debout, incapable de retenir ses larmes. Il s'est discrètement essuyé les yeux, mais son cœur débordait. Il savait que cette performance n'était pas seulement un moment de victoire pour Isabelle, mais aussi une étape importante pour lui. Il avait trouvé la rédemption dans son courage de se produire sur scène, et maintenant, il voyait Isabelle trouver la paix dans sa musique. Quand Isabelle regarda la foule, ses yeux rencontrèrent ceux de Ramon. Elle s'arrêta un instant, et son sourire timide s'élargit avec un petit geste. Elle lui fit signe de la main. C'était un geste simple, mais plein de sens. Elle lui avait pardonné. Ramon posa sa main sur sa poitrine, comme pour la remercier silencieusement. Le poids qu'il portait semblait plus léger à cet instant. Alors que la foule continuait d'applaudir, Isabelle leva les yeux vers le ciel, se sentant enfin en paix. Elle avait affronté les ténèbres, et maintenant,
La musique née de sa douleur illuminait tous ceux qui l'entouraient. Lorsqu'elle descendit de la scène, Maria l'attendait les bras ouverts et les larmes aux yeux. « Tu as réussi, ma belle. J'ai toujours su que tu y arriverais. » Isabelle la serra dans ses bras, s'autorisant à ressentir la fierté et l'amour qui l'entouraient. Elle savait que le chemin à parcourir serait encore long, très long. Mais à ce moment-là, elle comprit qu'elle n'était plus seule. Les semaines qui suivirent le concert apportèrent quelque chose de nouveau à Isabelle. Un sentiment d'utilité qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. Chaque message de soutien, chaque étreinte d'un inconnu enthousiaste semblait enflammer en elle le désir de vivre pleinement sa vie. Peu à peu, elle commença à envisager une possibilité qui lui semblait auparavant lointaine. Retourner un jour enseigner la musique. Alors qu'elle était chez elle en train de s'exercer à la guitare, Maria entra dans le salon et la trouva plongée dans la mélodie qu'elle avait composée à l'hôpital. « C'est magnifique, cette chanson est tellement belle. As-tu pensé à l'enseigner à tes élèves ?» Isabelle cessa de jouer. Elle regarda sa mère avec un mélange de doute et d'espoir. « Tu crois que j'en suis capable, maman ?» Maria s'agenouilla à côté d'elle et lui prit les mains. « Je sais que tu en es capable. Tu as toujours dit que la musique avait le pouvoir de transformer des vies, et maintenant, ton histoire peut en transformer encore plus avec le soutien de Maria et Camilla. » Isabelle décida de retourner à l'école de musique. Le premier jour, lorsqu'elle entra dans la salle de classe, elle sentit son cœur battre à toute vitesse. La salle était remplie de visages familiers et nouveaux, tous impatients de la voir. Camilla, assise au premier rang, fut la première à prendre la parole. « Professeur, nous sommes si heureux de vous revoir. » Isabelle lui sourit, les larmes aux yeux. « Je suis heureuse d'être de retour, et je voudrais commencer par dire quelque chose d'important. La musique m'a sauvée. Elle m'a aidé à affronter la période la plus difficile de ma vie. Maintenant, je veux vous aider à trouver cette même force. » Elle prit sa guitare et commença à jouer la mélodie qu'elle avait composée. Les élèves écoutèrent en silence, et certains pleurèrent, émus par la profondeur de chaque note. Puis Isabelle posa sa guitare et prit une partition. « Aujourd'hui, nous allons apprendre cette chanson ensemble. Peu importe si nous faisons des erreurs, ce qui compte, c'est d'essayer. » Alors que les élèves commençaient à jouer, Isabelle sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était plus la même personne qu'avant l'accident, mais elle avait trouvé un nouveau but, une nouvelle force. Elle était née à nouveau, et son histoire était désormais au service des autres. Maria observait Isabelle de loin, assise sur un banc dans le jardin de l'école. Elle n'avait jamais été aussi fière de sa fille qu'à ce moment-là. Sa petite fille, qui avait failli être ensevelie vivante un jour, inspirait désormais les autres à vivre avec courage et espoir. Quand Isabelle quitta la salle de classe, elle trouva Maria qui l'attendait avec un sourire chaleureux. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venue te chercher, » répondit Maria en lui tendant le bras. « Je voulais voir de mes propres yeux à quel point tu rayonnes. » Les deux marchèrent ensemble vers la place, en parlant et en riant. Lorsqu'elles arrivèrent au banc où elle s'asseyait toujours, Maria prit la main de sa fille et la regarda dans les yeux. « Ma belle, tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas ? » « Je le sais, maman, et je t'aime encore plus. » Maria soupira, les yeux brillants. « Je pensais avoir tout perdu ce jour-là, mais en te voyant maintenant, je réalise que nous n'avons rien perdu. L'amour qui nous unit a toujours été plus fort que n'importe quelle obscurité. » Isabelle sourit et pencha la tête pour la poser sur l'épaule de sa mère. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, maman. Tu n'as jamais abandonné, même quand je voulais abandonner moi-même. » Maria embrassa le front de sa fille et lui serra la main. « Je ne t'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. » Elles restèrent là à regarder le coucher de soleil ensemble. Maria savait que le chemin d'Isabelle serait encore semé d'embûches, mais elle savait aussi que tant qu'elles seraient ensemble, aucun obstacle ne serait insurmontable. Et à ce moment-là, alors que le ciel se teintait d'or, l'amour qui les unissait semblait tout illuminer, comme une promesse silencieuse qu'après l'obscurité viendrait toujours la lumière. Isabelle était assise dans son petit studio, entourée de partitions et de notes. Sa guitare reposait à côté de la table comme une compagne silencieuse. Au cours des derniers mois, elle avait reçu tellement d'amour et de soutien qu'elle sentait qu'il était temps pour elle de rendre l'appareil. C'est alors qu'elle commença à écrire. Au début, ses mots étaient hésitants. Comment pouvait-elle expliquer ce qui s'était passé ? Comment pouvait-elle transmettre le poids du silence, le désespoir d'être prisonnière de son propre corps et la douleur d'être presque oubliée ? Mais en écrivant, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite. Elle devait être sincère. Son livre, qu'elle a intitulé « Never Give Up on the Light », ne renoncer jamais à la lumière,
n'était pas seulement le récit de son expérience. C'était une lettre adressée à tous ceux qui avaient été confrontés à l'obscurité, à la peur et au doute. Dans ces pages, Isabelle parlait de la force de l'amour de sa mère, du courage de Ramon et de la façon dont la musique était devenue son salut. Un passage résumait son message. La lumière n'est pas toujours forte ou évidente. Parfois, ce n'est qu'une étincelle, quelque chose de petit et presque invisible. Mais si vous y croyez, cette étincelle peut devenir un phare qui vous guide vers la vie. Quand elle eut fini d'écrire, elle ressentit un mélange de soulagement et d'excitation. Maria fut la première à lire le livre. Quand elle eut terminé, des larmes coulaient librement sur son visage. C'est magnifique. Ce n'est pas seulement ton histoire, c'est l'histoire de tant de personnes qui ont besoin d'espoir. Tu vas toucher beaucoup de cœurs avec ça. Isabelle sourit timidement en prenant la main de sa mère. Si cela aide au moins une personne, cela en aura valu la peine. Après sa publication, Never Give Up on the Light est rapidement devenu un succès, non pas parce qu'il était techniquement parfait, mais parce qu'il était honnête. C'était un livre qui parlait directement à l'âme. Des lecteurs de différents endroits ont commencé à envoyer des lettres à Isabelle. Certaines étaient des lettres de remerciement, d'autres provenaient de personnes qui partageaient leurs propres histoires de lutte et de dépassement de l'adversité. L'une des lettres disait « Votre histoire m'a donné la force d'affronter ma peur. Merci de m'avoir rappelé qu'il y a toujours de la lumière, même dans les moments les plus sombres. » Une autre lettre provenait d'une mère en deuil. « J'ai perdu ma fille l'année dernière, et je pensais que je ne retrouverais jamais une raison de vivre. Mais en lisant vos mots, j'ai compris que l'amour que nous ressentons pour ceux que nous avons perdus ne disparaît jamais. C'est la lumière qui nous maintient en vie. » Isabelle a lu chaque lettre les larmes aux yeux, se sentant connectée à ces personnes d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Lors d'une interview pour une station de radio locale, elle a déclaré « Je n'aurais jamais imaginé que ma douleur puisse se transformer en quelque chose d'aussi beau. Ce livre n'est pas seulement mon histoire. Il traite du pouvoir de l'amour, de la résilience et de la lumière qui existe en chacun de nous. » Communauté où vivait Isabelle, elle est devenue un symbole de force et d'inspiration. Des personnes qui ne se connaissaient pas auparavant ont commencé à se réunir pour partager leurs histoires, leurs difficultés et leurs victoires. L'histoire d'Isabelle avait créé quelque chose de plus fort qu'un simple lien, un réseau d'espoir et de soutien. Au fond d'elle-même, Isabelle savait que son parcours n'était pas encore terminé. Mais en lisant les mots de gratitude qui lui étaient adressés, elle a compris quelque chose d'important. La lumière qu'elle avait trouvée n'était pas seulement pour elle, elle devait être partagée. Ainsi, chaque lettre, chaque mot d'amour et chaque larme partagée devinrent une preuve supplémentaire que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours un chemin qui ramène à la lumière. C'était un matin calme. Isabelle était assise sur la terrasse de sa maison, sentant le soleil réchauffer sa peau tandis qu'elle feuilletait les lettres. Parmi les lettres de lecteurs et d'admirateurs, une simple enveloppe attira son attention. Elle ne portait aucune adresse de retour, seulement son nom écrit d'une écriture ferme et discrète. Quand elle ouvrit l'enveloppe, elle trouva une feuille de papier soigneusement pliée. Le doux parfum de l'encre fraîche flottait encore dans l'air. Dès qu'elle commença à lire, elle reconnut immédiatement l'émotion qui se cachait derrière les mots. « Cher Ramon, Isabelle, cela fait longtemps que je pense à vous écrire cette lettre. Les mots semblent m'échapper chaque fois que j'essaie d'organiser mes pensées. Mais aujourd'hui, en voyant à quel point votre histoire touche tant de vies, j'ai réalisé que je devais vous dire ceci. Non seulement vous vous êtes sauvé vous-même, mais vous m'avez aussi sauvé. Pendant longtemps, j'ai vécu avec la culpabilité de ne pas avoir pu sauver ma fille. Le poids de cette culpabilité était insupportable, et je me suis éloigné de tout et de tout le monde, convaincu qu'il n'y avait pas de rédemption pour moi. Puis vous êtes apparu. Quand je vous ai vu dans cette pièce, quelque chose en moi a changé. C'était comme si la vie m'avait donné une seconde chance, une chance de faire ce que je n'avais pas pu faire auparavant. Mais ce n'était pas seulement cela, c'était ta force, ta lutte pour survivre même lorsque le monde pensait que tout était perdu, qui m'a fait réaliser quelque chose de plus grand, que la lumière peut être trouvée même dans les ombres les plus profondes. Chaque fois que je te vois jouer ta musique, enseigner à tes élèves ou simplement sourire, je sens qu'une partie de moi-même a guéri. Tu es la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, pour recommencer à zéro, pour trouver un sens à la douleur. C'est pourquoi je voulais que tu saches que ton histoire a changé non seulement ta vie et celle de ta mère, mais aussi la mienne. Et pour cela, je t'en serai éternellement reconnaissante, avec admiration et affection. Ramon Isabelle finit de lire, les larmes coulant silencieusement sur son visage.
Elle serra la lettre contre sa poitrine, envahie par un mélange de gratitude et d'émotion. C'était plus que des mots sur du papier. C'était un lien, un cercle qui se refermait enfin. Elle savait combien Ramon avait souffert, le poids qu'il avait porté pendant des années. Et maintenant, réaliser que son combat avait également contribué à soulager sa douleur était quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu faire. Maria apparut sur la terrasse, remarquant les larmes dans les yeux d'Isabelle. « Que s'est-il passé, Isabelle ?» Elle tendit la lettre à sa mère, souriant à travers ses larmes. « C'est de Ramon, maman. Il a trouvé la paix. » Maria lut la lettre en silence, tenant la main de sa fille tandis que des larmes coulaient sur son propre visage. « Tu as raison, ma belle. Tu ne t'es pas seulement sauvée toi-même, tu nous as tous sauvés. » Les deux femmes restèrent assises côte à côte tandis que le soleil continuait de briller. La lettre de Ramon était plus qu'un simple message. Elle rappelait que la douleur peut être transformée, que l'amour et la force peuvent guérir les blessures les plus profondes et qu'il y a toujours place pour le pardon et l'espoir. Avec un sourire serein, Isabelle leva les yeux vers le ciel, sentant que son parcours avait atteint un point d'équilibre. Il y avait encore des défis à relever, mais elle savait désormais qu'elle n'était pas seule. Et, surtout, elle savait que sa lumière avait illuminé plus de vie qu'elle ne pouvait l'imaginer. Des années ont passé depuis cette nuit magique où Isabelle est montée sur scène et a transformé sa douleur en musique. La petite ville où elle avait grandi avait changé, mais quelque chose était resté. L'histoire d'Isabelle continuait d'inspirer tous ceux qui la connaissaient ou avaient entendu parler d'elle. Isabelle avait désormais une trentaine d'années, ses cheveux plus longs étaient parsemés de quelques mèches argentées qui semblaient briller au soleil comme les marques de ses combats et de ses victoires. Sa vie était pleine de sens. Elle continuait à enseigner la musique, à écrire des livres et à partager son histoire lors de conférences qui touchaient le cœur de tous. Un jour, Isabelle reçut un appel inattendu. Le maire de la ville voulait lui rendre hommage lors d'une cérémonie spéciale, qui représenterait tout ce qu'elle avait accompli et l'impact que son combat avait eu sur la communauté. « Isabelle, » lui dit le maire au téléphone, « vous êtes un symbole de force et d'espoir. Nous voulons que votre histoire reste à jamais gravée dans nos mémoires et inspire les générations futures. » Isabelle hésita, surprise par cette proposition. Elle ne se considérait pas comme une héroïne, mais simplement comme quelqu'un qui avait fait tout son possible pour continuer à vivre. Mais avec le soutien de Maria et Camila, désormais adultes et professeurs de musique, elle accepta. Le jour de la cérémonie, la place centrale était à nouveau pleine, comme elle l'avait été tant de fois auparavant. Mais cette fois, Isabelle n'était pas seulement la femme qui jouait de la musique, elle était la femme qui n'avait jamais cessé de chercher la lumière. L'événement a commencé par des discours émouvants. Ramon, aujourd'hui à la retraite, a été l'un des premiers à prendre la parole. Quand je pense au parcours d'Isabelle, je vois la force de l'esprit humain dans sa forme la plus pure. Elle nous a appris que la lumière peut être trouvée même dans les ténèbres les plus profondes et que la musique n'est pas seulement un son, mais un moyen de survivre. Les paroles de Ramon ont fait pleurer tout le monde, y compris Isabelle, qui regardait depuis le premier rang à côté de Maria. Quand ce fut son tour de parler, la place devint complètement silencieuse. Isabelle l'aida lentement à monter sur scène, s'appuyant sur la canne qu'elle utilisait depuis l'accident. Mais, la tête haute, elle regarda la foule, désormais composée de visages nouveaux et familiers, et prit une profonde inspiration avant de commencer. Il y a des années, je pensais que ma vie était finie lorsque je me trouvais dans ce cercueil. J'avais l'impression que le monde m'avait oublié. Mais grâce à l'amour de ma mère, au courage de Ramon et au soutien de tant de personnes, j'ai découvert que la lumière ne nous abandonne jamais. Elle peut s'affaiblir, elle peut se cacher, mais elle est toujours là, attendant que nous la retrouvions. Isabelle fit une pause, regardant Camila dans la foule. Aujourd'hui, je vois mon histoire se refléter en chacun de vous. Nous sommes tous confrontés à nos ténèbres, mais ensemble, nous pouvons créer une lumière que personne ne peut éteindre. Lorsqu'elle eut fini de parler, la foule éclata en applaudissements. C'est alors que le maire révéla l'hommage final. Une sculpture d'Isabelle fut érigée au centre de la place, la représentant avec une guitare et l'inscription « Isabelle, la femme qui n'a jamais cessé de chercher la lumière ». Maria prit la main de sa fille et elles regardèrent toutes deux la statue. « Il n'aurait pas pu trouver de meilleurs mots », dit Maria, émue. Isabelle serra la main de sa mère, provoquant une vague de gratitude parmi la foule. « C'est toi qui n'as jamais baissé les bras, maman. Sans toi, je ne serais pas ici. » Ce jour-là, alors que le soleil se couchait et que la place se remplissait de la musique jouée par les élèves d'Isabelle, elle comprit que son héritage ne se résumait pas à une statue ou à un titre.
Son héritage résidait dans les gens, dans les vies qu'elle avait touchées et dans la musique qui résonnerait pendant des générations. La femme qui avait failli être oubliée, qui avait un jour pensé que sa lumière s'était éteinte, était désormais considérée comme un symbole d'espoir et de courage. Et même si le temps continuait à passer, la lumière d'Isabelle ne cesserait jamais de briller.